Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité désormais. Il est l'heure comme convenu d'ouvrir notre page macroéconomique avec notre invité Julien Chevalier. Bonjour Julien. Bonjour. Merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Julien, vous êtes analyste économique. Avec vous, avant de parler inflation et poids de la dette, on va revenir sur la décision très attendue et très anticipée de la Réserve fédérale américaine hier, qui a décidé de maintenir ses taux inchangés, qui se situent toujours dans la fourchette 5,25-5,50%. Ceci étant, on aura quand même noté le ton plus dovish de son président. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de cette... Au fond, pour moi, la Fed continue à naviguer dans le flou et son dilemme n'a pas changé. Pour moi, c'est soit elle doit lutter contre l'inflation au prix d'une crise économique et financière importante, soit alors elle laisse l'inflation telle qu'elle ou progresser telle qu'elle. Et il y aura des conséquences notamment sociales, mais aussi politiques. Ce qui m'interpelle davantage, c'est le fait qu'il y a une vraie déconnexion qui s'opère aujourd'hui entre les marchés et l'économie. L'économie progresse beaucoup, mais les marchés réagissent négativement quand l'économie progresse. Donc en fait, c'est un peu l'inversement, c'est très antinomique, puisque finalement on a vu que le PIB a fortement augmenté, des créations d'emplois. Exactement, et des créations d'emplois qui augmentent, et à l'inverse, les marchés reculent parce qu'en fait ils craignent que la Fed augmente ses taux d'intérêt. Donc en fait, on vit dans un monde où les marchés qui sont finalement censés servir l'économie réelle reculent quand l'économie progresse. Et c'est une vraie différence par rapport à... Et comment on explique cette dichotomie? Comment vous l'expliquez, vous? Comment ça se fait que effectivement les marchés financiers soient un peu, je dirais, un peu schizophréniques? L'économie américaine fonctionne extrêmement bien, puisqu'il y a un plan de relance du gouvernement Biden qui est très important. Il y a aussi un soutien de la Fed qui est assez important. Et donc évidemment, ça joue beaucoup sur l'économie américaine. Et à l'inverse, comme les marchés savent que la Fed, pour lutter contre l'inflation, doit augmenter ses taux d'intérêt, à savoir resserrer la masse monétaire et donc refroidir l'économie, les marchés réagissent négativement, les taux augmentent et les marchés reculent ensuite. Et donc ça fait donc vous une dites vraie qu'en fait, différence. En réalité, cette décision est tout à fait logique de la part... Cette décision est logique, mais finalement, on voit que la Fed navigue dans le flou beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant, surtout parce que les taux réels aujourd'hui sont positifs et depuis quelques mois seulement, la Fed augmente ses taux d'intérêt depuis maintenant plus d'un an. Or, les taux réels sont positifs. Vous savez, les taux réels, plus ou moins, c'est quoi? C'est la différence entre les taux actuels, 5,25, et l'inflation qui est aujourd'hui à 3% et quelques. 3,7, l'inflation. Exactement, voilà. 3,7. Et donc finalement, on se rend compte qu'avant, au moment où la Fed commençait à augmenter ses taux d'intérêt, mais avec une inflation plus importante que les taux d'intérêt, permettait à ceux qui empruntaient d'emprunter avec des taux d'intérêt négatifs, comme c'était le cas auparavant. Et donc ça, c'est pas une vraie lutte contre l'inflation, c'est l'aisance monétaire, pour citer les propos de Jacques de la Rosière, ancien président général du FMI, directeur général. Ok, très clair. Bah écoutez, merci, c'est clair ce que vous nous dites, assez intéressant. On aura remarqué à l'issue de la décision de cette politique monétaire, de la Fed, que les rendements obligataires ont baissé. Or, dans le discours de Jérôme Powell, il remarque que les taux obligataires, les taux souverains ont augmenté, et les analystes, les économistes, les observateurs expliquent que cette hausse de taux brutale, il y a quand même eu un crack sur les obligations, beaucoup d'obligations ont été vendues, du coup par la force des choses les taux ont augmenté. Est-ce que ça peut remplacer une hausse de taux directeur, une hausse de taux Peut-être un petit peu, mais en réalité, comme vous le dites, ce qu'on voit à la marge, surtout ce qu'on voit, c'est un crack obligataire de plus en plus important, avec le taux référence dans le monde de la finance, le taux à 10 ans américain qui est passé à 5 ans. C'est un record depuis 2007, donc depuis plus d'une décennie maintenant. 16 ans, 17 Exactement, ans, depuis plus de 17 ans. Et ça se répercute sur l'ensemble des autres taux, dont les taux de l'immobilier, les taux immobiliers, les taux hypothécaires. Et donc les ménages américains aujourd'hui empruntent à des taux extrêmement élevés. Il me semble que le taux à 30 ans fixe est à plus de 8%. Ce qui fait qu'un ménage américain aujourd'hui, s'il veut emprunter, emprunte à des taux extrêmement élevés, avec une inflation très forte. Certes, le taux d'intérêt réel est beaucoup plus faible, mais ça fait que l'emprunteur emprunte à plus de 5, 6, 8%, si jamais c'est à 30 ans et à taux fixe, avec une inflation en parallèle qui contraint du coup ses dépenses de consommation. Et les ménages américains ne souffrent plus aujourd'hui, mais sont véritablement étranglés. Et c'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Alors ce qui expliquait, là, quand on analysait un petit peu les raisons qui ont poussé, qui ont amené le PIB à croître de 4,9% au T4, le PIB américain, c'est notamment les dépenses de consommation qui ont été boostées par le fait que les ménages américains ont puisé dans leur badline, je dirais, l'épargne américaine. Donc, par la force des choses, elles font comme peau de chagrin. Par la force des choses, c'est pas une question que je vous ai envoyée, et je suis désolé, mais est-ce qu'on peut anticiper une baisse de la croissance économique américaine au Oui, T4, évidemment. par la force des choses De facto, parce que moi je suis convaincu que la Fed va être obligée de continuer à augmenter ses d'intérêt malgré tout. Vous pensez? Ou du moins, finalement, comme je le disais, finalement les taux d'intérêt réels sont très légèrement positifs. Et le resserrement monétaire, le véritable resserrement monétaire, a commencé il y a quelques mois seulement. Pour moi, c'est possible, c'est très fort possible, c'est très fort probable que
la Fed continue d'augmenter ses intérêts et donc les ménages américains seront d'autant plus étranglés. Effectivement, vous avez malheureusement. tout à fait raison qu'il faut analyser le taux réel en fait. En réalité, c'est pas le taux directeur ou l'inflation pris, les taux directeurs ou l'inflation pris séparément qui doivent être regardés, mais le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, certains économistes l'estimaient restrictif à 1,5%. Aujourd'hui, il est plus haut que 1,5%. Vous êtes d'accord aussi pour dire que c'est ce que vous dites en gros. Oui, évidemment. Il n'est pas assez restrictif aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un délai de transmission. C'est-à-dire que finalement, au moment où la Fed commence à augmenter ses taux d'intérêt, ça se répercute sur l'économie au bout d'un certain temps. 18 mois. Exactement, entre 10 et 18 mois à peu près, évidemment. Et donc, quand les taux d'intérêt réels sont positifs, le délai de transmission est aussi long, évidemment. Et du coup, continuera et poursuivra. Et donc, c'est dans les prochains mois qu'il faut regarder toujours. Voir la prochaine année, 2024, vous anticipez à minima un maintien des taux directeurs à ce niveau-là. Oui, évidemment. À minima, voire vous me parlez plutôt d'une... Peut-être, on verra en fonction des perspectives, des évolutions. Exactement, des perspectives, des statistiques, des données qui seront publiées. Merci Julien pour cette explication sur la politique monétaire et sa répercussion sur l'économie américaine. On va basculer de l'autre côté de l'Atlantique, en France. Pareil, bonne nouvelle, début de semaine, on apprend que l'inflation a reculé. Bruno Le Maire nous dit que nous sommes sortis ou que nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste. Vous êtes d'accord avec ça ? Au fond, on entend depuis plusieurs mois, maintenant presque un an, qu'on est sur un plateau long, plateau bas, moyen, pivot. On sort de la crise inflationniste, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est. On sait que l'inflation ralentit, mais qu'est-ce qu'une inflation qui ralentit ? C'est des prix qui continuent d'augmenter. Les prix continuent d'augmenter, mais augmentent légèrement moins qu'auparavant. Ça, il faut bien faire une distinction parce qu'il y a beaucoup de sémantique autour de cette idée que l'inflation baisserait et du coup les prix baisseraient, mais ce n'est pas le cas. C'est la hausse qui ralentit, donc les prix continuent fortement d'augmenter. Moi, je ne pense pas que l'inflation va véritablement diminuer jusqu'à atteindre 2% comme le souhaite la Banque centrale européenne, puisqu'on voit qu'aux États-Unis aussi, depuis plusieurs mois, l'inflation redémarre. En revanche, vous remarquerez que j'ai fait honneur à Monsieur le maire en portant un col roulé en cette période. Parce que les prix de l'énergie vont... Parce que pourquoi alors justement ? Parce qu'il y a du vent, alors ça... Et parce que le pétrole a augmenté récemment avec le conflit israélo-palestinien. Alors, il a augmenté récemment, mais par la force des choses, il y a eu un mouvement à la hausse assez épidermique, assez épidermique, parce que là, il est en train de revenir dans son lit, en dessous des $90 le baril. On attend, alors tout le monde entier, les opérateurs sont pendus à toutes les annonces officielles concernant l'évolution de ce conflit. Ceci étant, les prix de l'énergie n'ont pas explosé, mais effectivement pourraient le faire en fonction de malheureux événements qui pourraient impacter cette guerre. Les prix du gaz aussi augmentent. Du coup, par la force des choses, ce que vous dites en gros en substance, c'est que certes, l'évolution de l'indice des prix à la consommation ralentit, mais il reste toujours élevé. Ceci étant, il faut faire gaffe. Il faut faire attention à l'évolution, parce que en fait, c'est nos prix d'énergie qui ont reflué, qui par la force des choses ont amené ce taux à être moins important, mais par la force des choses, il y a beaucoup de facteurs exogènes qui pourraient expliquer que l'inflation reparte à la hausse. Comme en 1973 avec le choc pétrolier, il y a des pays qui pourront abuser de leur position de producteurs de pétrole, comme le font déjà la Russie et l'Arabie Saoudite depuis plusieurs mois, pour des raisons tout à fait différentes. Mais l'Iran, on sait qu'il produit beaucoup de pétrole et peut tout à fait décider dans les prochains mois de réduire sa production, comme l'ont fait donc les pays du Golfe dans les années 73. Puis il y a beaucoup de scénarios similaires, il y a beaucoup d'événements similaires avec cette période, à savoir une guerre qui frappe la région, le pétrole qui augmente, et même si l'offre pour l'instant n'augmente pas, des pays qui pourront abuser. Malgré tout, la situation actuelle est tout à fait différente de celle de 1973. On est dans une période tout à fait nouvelle, on est plutôt à la fin d'un cycle plutôt qu'à un début. Et puis l'inflation n'était pas la même, l'inflation était à 2 chiffres dans les années 73, là on est à 4%, je crois, hein, c'est ça, 4%. Ok, merci, on va basculer, on va rester sur cette thématique. Alors Julien, la semaine dernière, je prenais mon café, mon croissant dans un petit bistrot pas loin, et là arrive, vous savez, cette espèce d'énergumène avec ses gros sabots qui croit tout savoir et qui dit l'inflation, de toute façon, c'est bon pour la dette publique parce que ça la réduit. Est-ce que c'est vrai ? C'est une vraie question. Alors, en fait, non, finalement, c'est ce que beaucoup disent, mais la réduction de la dette publique dépend de nombreux facteurs. Dépend non seulement de la croissance, dépend du taux d'intérêt de la dette, le taux moyen qu'on appelle le taux apparent chez les économistes, parce qu'on aime bien donner des noms compliqués à des choses assez simples. Et il y a aussi les dépenses, les recettes, l'inflation. Et donc, en fait, pour parler dans des termes un peu barbares, en quelque sorte, la réduction de la dette publique, ou du moins l'évolution de la dette publique, dépend non seulement du solde primaire, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, et de ce qu'on appelle aussi le solde stabilisant, un mot un peu compliqué, qui en fait non seulement tient le taux moyen de la dette, mais aussi la croissance
croissance et le ratio dette sur PIB. Et aujourd'hui, on voit qu'on est dans une période tout à fait différente de celle de la Seconde Guerre mondiale, qui est généralement utilisée pour décrire une période de très forte réduction de dette publique parce qu'il y avait une inflation très élevée. Mais aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle, contrairement au lendemain de la Seconde Guerre où on est à début d'un cycle. Donc aujourd'hui, les inégalités sont extrêmement élevées. Il y a des dépenses qui sont très fortes de la part des gouvernements, des déficits aussi très importants. Et donc ce sol primaire dont je parlais est donc un déficit assez important. Et la croissance demeure très faible. L'inflation est élevée, mais pas aussi élevée qu'à cette période. Et finalement, on se rend compte que la dette publique ne diminue pas autant qu'on aurait pu le penser, et même qu'elle stagne. Donc ce qu'on peut dire, et ce qu'on peut répondre à ce monsieur vociférant, c'est que en 2022, non, la dette publique n'a pas diminué à cause de l'inflation. N'a pas diminué à cause de l'inflation, et il faut ajouter à cela aussi un élément assez important, qui sont les obligations indexées sur l'inflation, qui ont contribué à une part significative de l'augmentation de la charge de la dette, qui sont des obligations donc qui sont indexées sur l'inflation par définition, et qui ont été continuées à être émises, qui ont été émises pendant la période où l'inflation continue d'augmenter. Ok, très clair, c'est très clair. Donc en fait, en réalité, ça aurait pu, effectivement, ça pourrait alléger, mais ce que vous dites, c'est qu'on est dans un environnement qui dit inflation, dit politique de soutien à la consommation, donc par la force des choses, ça creuse le déficit, et donc comme on est sur une formule mathématique assez simple, une division, la dette au numérateur, l'évolution du PIB au numérateur qui évolue moins vite que l'évolution de la dette par la force des choses, ça gonfle en fait. Exactement. Exactement, et c'est surtout le fait qu'aujourd'hui on est à la fin d'un cycle, et c'est surtout ce qu'il faut regarder. Exactement. On peut revenir un peu, vous pouvez nous expliquer cette fin de cycle un peu plus ? Bien sûr, pour savoir si on est à la fin d'un cycle ou si on est à début d'un cycle, il faut regarder plusieurs éléments. Le premier, c'est le ratio de dette sur PIB, à quel point il est élevé par rapport à la richesse produite. Le second, c'est le budget militaire des différentes nations, qui est aussi très important à regarder. Et puis enfin, le dernier, c'est aussi la croissance. Aujourd'hui, on voit que la croissance est très faible. On sait évidemment qu'on est dans une période où la croissance va sûrement ralentir, ou alors peut continuer à augmenter artificiellement, je dirais, par un soutien extrêmement important, par la dette toujours, et donc par une fuite en avant qui se poursuit depuis la crise de 2008. Ça ne semble pas être le cas. A priori, les communications des différents gouvernements est plutôt de dire on va essayer de réduire le poids de la dette, de réduire... parce que ce que je lisais en préparant votre intervention, c'est que c'est toujours plus facile, même si c'est toujours plus facile d'annoncer des mesures de soutien à la croissance, c'est plus difficile d'annoncer la fin de ces mesures, même si étant, ça semble être le discours assez commun des pays occidentaux. Oui, bien sûr. Et puis après, dans le cas de la France, c'est surtout l'Europe qui demande à la France de réduire sa dette et son budget selon les critères, les fameux critères de Maastricht. On a vu que Bruno Le Maire avait annoncé qu'il viserait un objectif de déficit de 3%. À partir de 3% du PIB en 2027, qui est demandé par Bruxelles, par la exactement, Commission par Bruxelles. Et donc en fait, c'est vers cet horizon qu'il faut tendre. C'est vers cet horizon qu'il faut tendre, et c'est vers cet horizon, pas qu'il faut tendre, mais c'est vers cet horizon que le gouvernement souhaite tendre. Et donc c'est à travers une politique d'austérité de facto. Donc une réduction des dépenses publiques ou une augmentation des impôts. Apparemment, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il y aura surtout des réductions de dépenses publiques. Ça semble très flou pour l'instant, avec une croissance, croissance qui est jugée de manière très artificielle et très gonflée. Elle ralentit la croissance en France, je crois, plus 0,1, plus combien, plus 0,9 ou plus 0,1, je ne sais plus, mais elle est ressortie en baisse. C'est possible dans ces eaux-là, en tout cas, elle demeure très faible et sûrement pour plusieurs années encore. Et sûrement pour plusieurs années encore. Écoutez, merci pour toutes ces explications. Une dernière question, toujours sur cette notion d'inflation et de poids de la dette publique et de son impact sur la dette publique. Aujourd'hui, donc, on comprend qu'on est plutôt entré dans une phase de déflation par la force des choses. Est-ce qu'elle peut alors contribuer cette déflation à soulager la dette publique ? Non plus, puisque l'inflation n'est pas le seul facteur de la réduction de la dette publique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Comme je disais, c'est la croissance, c'est le taux moyen d'intérêt de la dette, le taux d'intérêt de la dette moyen plutôt. Et donc aujourd'hui, il est extrêmement élevé parce que la BCE est extrêmement élevée. Du moins, il est encore très élevé parce que la BCE doit augmenter ses taux d'intérêt, augmente ses taux d'intérêt. Et puis ensuite, les dépenses et les recettes, à savoir si l'État est en déficit ou alors en excédent. Et par la force des choses, l'État est en déficit. L'État est en déficit. Très clair. Et pour encore plusieurs années. Et encore pour plusieurs années. Merci pour merci pour votre point de vue. Juste, je tiens à préciser que c'est 0,1% de croissance en France au T3. Donc c'est vraiment, c'est rien. Un tout petit peu plus au-dessus de zéro. Un tout petit peu, exact. Merci pour tout. Non, effectivement, et je crois qu'alors l'acquis de croissance est de 0,9% par la force des choses. Donc quoi qu'il arrive, on pourrait s'autoriser un recul, un ralentissement de la croissance au T4 pour rester positif, sur une croissance positive au note 2023, mais voilà, tout ça, ça reste un peu à la marge, tiré un peu par les cheveux. Merci beaucoup, Julien Chevalier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour vos explications. Vous êtes analyste économique et ce sera un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Téléfinance
quand vous le pourrez. Merci beaucoup, Julien. On marque une pause, nous, de notre côté, et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre édition du 2 novembre. À tout de suite.